Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Grand 8 ici à la Giette, à la frontière entre Savoie et Haute-Savoie. Je suis en compagnie d'ailleurs de Monsieur le maire, Monsieur Daniel Danglars. Bonjour, merci de nous accueillir ici Bonjour. sur la terrasse du restaurant La Porte des Arrivis. Une émission consacrée à cet hiver compliqué, hiver 2021 en Savoie-Mont-Blanc et à l'avenir de nos stations. Vous, en tant que maire de la Giette, comment est-ce que vous avez vécu cette période particulièrement compliquée? Écoutez, c'était une saison à la fois très blanche et très noire, hein. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de neige, il y en a encore derrière nous. Pour cette époque, c'est un peu, voilà, c'est un peu spécial, mais la saison ici à la Giette s'est plutôt bien passée. Malgré tout, les clients qui sont venus, les vacanciers, retiendront que la Giette, la commune de la Giette et notre domaine skiable, les Portes du Mont-Blanc, ont fait des efforts pour essayer d'occuper un petit peu notamment les plus petits, les plus jeunes skieurs d'entre nous. Et l'ESF a joué le jeu, enfin tout le monde a joué le jeu, ce qui fait que, ma foi, les gens sont repartis, j'espère, avec des souvenirs plein la tête. Vous avez réussi à mettre ce que vous aviez prévu de mettre en place en termes d'adaptation? Oui, ça aura un coût, mais ma foi, bon, faut que si si une commune n'assume pas, comme la Giette n'assume pas ce qu'elle doit assumer en matière de mise en place de tapis, d'espace piou-piou, j'en passe et des meilleurs, pour que les moniteurs puissent travailler, c'est fort dommage. Donc voilà, j'espère que les gens se souviendront que les stations comme nous, les stations villages, les stations de montagne ont mis en place des choses qui sont allées dans le sens fallait positiver, fallait tourner la page de ce qui s'est passé, et, voilà, des jours noirs qu'on a vécus. En termes de fréquentation, vous êtes plutôt satisfait? Satisfait, oui. Bon, rien n'est rentré dans les caisses, hein, on ne va pas se mentir. Donc c'est vraiment une catastrophe économique, hein, qui a eu lieu. Mais on va rebondir. Il y a eu les aides de l'État, il y a eu l'Europe qui a joué le jeu. Donc, ma foi, faut espérer que pour notre domaine skiable, qui est, je le rappelle, une SEM, hein, qui n'est pas... voilà, c'est quand même très... ça a été un moment difficile à passer. Ça a été des semaines d'attente et d'angoisse pour notre directeur, Lucas Marchand. Mais voilà, finalement, on va peut-être réussir probablement à faire la jointure avec la saison prochaine, qui, j'espère, sera quand même au moins aussi meilleure que celle-là. On essaiera de venir vous voir l'hiver prochain, du coup. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Daniel Danglars. Et bienvenue à Vincent et Nicolas, les coprésidents de Savoie-Mont-Blanc Tourisme en terre giettoise. J'ai un super assistant, la transition est toute faite. On se retrouve donc tout de suite après ce générique avec mes deux invités, Nicolas Rubin et Vincent Roland. Nicolas Rubin, Vincent Roland, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec moi pour cette émission. Je rappelle, vous êtes tous les deux coprésidents de l'agence Savoie-Mont-Blanc, c'est comme ça qu'on doit dire maintenant. Messieurs, avant de discuter plus précisément des différentes thématiques, je rappelle le thème principal de cette émission, l'hiver 2021 en Savoie-Mont-Blanc et l'avenir de nos stations. Avant de discuter plus précisément de cette thématique, j'aimerais savoir comment chacun de vous qualifiez cette saison hivernale. De laborieuse, parce que injustement, et c'est vraiment le fond de ma pensée, je crois que les faits nous ont donné raison, nous avons été empêchés de travailler avec la fermeture des remontées mécaniques. Alors on y reviendra tout à l'heure. Certes, il y a eu d'autres activités, mais quand on regarde ce qui s'est passé dans la Suisse voisine, on se dit effectivement, comme on l'avait réclamé, que nous aurions pu fonctionner avec les remontées mécaniques cet hiver. C'est très clair. Monsieur Rubin ? Oui, effectivement, c'est un peu de gâchis et beaucoup de regrets de ne pas avoir tenté, ne serait-ce que parce que la fréquentation aurait été moindre, ne serait-ce aussi que pour faire prendre l'air et parler de santé à l'endroit des populations locales et de proximité, même si on savait que la clientèle internationale n'avait pas forcément le droit de franchir les frontières. On a manqué quelque chose, encore une fois. Si on regarde du côté de la Suisse, qui ont réussi leur pari, tout en organisant, l'accueil de leurs clients de manière un peu plus raide que d'habitude. Mais en tout cas, ça a marché et ça a bien marché. Vous en voulez au pouvoir exécutif ? Écoutez, en vouloir, oui, comme on l'a dit, c'est un regret. C'est un regret de ne pas avoir osé, de ne pas avoir tenté.
à l'endroit où on constatait aussi que des rassemblements se faisaient ici ou là sur le territoire. On parlera des grandes surfaces simplement, ça suffit comme exemple. Et l'écoute du territoire a été très tardive. La confiance donnée aux élus locaux a été quand même mise à mal, même s'il y a eu des efforts de fait et des clins d'œil après coup, mais on en restera sur une note assez difficile à digérer. Le fossé s'est creusé entre Paris et la province. Oui, ce que l'on peut regretter, c'est que la voix du territoire, le bon sens qui est celui des montagnards, n'a pas été écouté. Et cela s'est fait au détriment de ce territoire d'une part. Et il est dommage que parfois quelques personnes influentes au sommet de l'État emportent une décision alors qu'elles ne connaissent pas ce qu'est réellement l'organisation des sports d'hiver dans nos montagnes. C'est évidemment un regret. Après, l'État, on ne peut pas non plus toujours dénigrer, a eu des dispositifs de soutien, hélas avec des trous dans la raquette, mais on reste quand même un pays qui a été plutôt accompagné dans la crise quand on se compare par exemple à l'Italie, où par exemple les socioprofessionnels de montagne n'ont quasiment rien eu et étaient dans la même situation que la nôtre. Alors messieurs, pour cette première partie, on va parler de la fermeture des remontées mécaniques, une vraie catastrophe pour les stations de ski alpin. Je vous propose de voir ce reportage qui fait le bilan sur cette saison. On en discute juste après. Ces images de remontées mécaniques à l'arrêt dans les stations de Savoie-Mont-Blanc resteront malheureusement comme le symbole de cet hiver 2020-2021 si particulier, marqué du sceau de la pandémie de coronavirus. Malgré toutes les mobilisations, toutes les réunions, toutes les précautions et toutes les revendications, cette saison marquera sans doute un avant et un après. Derrière cette économie, il y a des dizaines, des centaines de milliers d'emplois qui ne seront pas pérennisés. Et si on perd nos acteurs économiques, si on perd nos professionnels, nos commerçants, ça va être une catastrophe sans précédent. Et c'est des dizaines, voire des centaines de milliers d'emplois qui ne seront pas reconduits. Et c'est la mise à mal d'un système qui fonctionne depuis 60 ans. On a mis 60 ans depuis le dernier plan neige pour qu'on ait un système économique qui permette de continuer à vivre dans nos territoires de montagne. Il ne faudrait pas qu'en quelques mois, tout s'arrête parce qu'on a pris des décisions qui sont inconsidérées. Sans surprise, les vacances de février ont été le reflet de cet hiver avec une fréquentation en net recul. Mais malgré la sinistrose ambiante, les vacanciers présents dans nos stations ont profité au maximum de cette période de congé. On pratique des activités qui sont différentes de celles qu'on pratique d'habitude. On fait beaucoup plus de luge avec les enfants. Hier, on a fait de la rando, on a vu des coins absolument magnifiques. On découvre la montagne autrement en fait. Et c'est sympa aussi. C'est moins sportif, c'est moins physique, c'est moins lever 7 h du matin pour être sur les pistes à l'ouverture, etc. C'est plus pépère. Mais c'est sympa, c'est très sympa. On s'est dit que ça ferait du bien quand même de prendre un peu l'air, de voir la montagne. Et puis les enfants, ils arrivent quand même à skier un petit peu. Donc voilà, ça fait quand même du bien. La seule satisfaction de cette saison hors norme réside peut-être dans le fait que les Français se soient découvert une passion pour le ski de randonnée, le ski de fond, encore les balades en raquette. La montagne française a pu faire étalage de sa grande diversité. Néanmoins, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le taux d'occupation des hébergements marchands culmine à 30% contre 80% lors des saisons d'avant Covid. L'absence de touristes étrangers aura évidemment fortement pesé dans la balance. Les résidences de tourisme perdent 57 points de fréquentation. Pour les hôtels et les villages vacances, c'est encore pire avec des baisses de 61 et 82 points. L'heure est désormais au rebond pour les 112 stations de Savoie et de Haute-Savoie. Tous les regards sont déjà tournés vers la saison estivale. Et d'ici là, des assises du tourisme alpin seront organisées. Nous avons décidé de lancer une réflexion plutôt que de répondre immédiatement à une question qui est diffuse, qui est mal posée, qui est protéiforme. Comprenons d'abord quels sont les besoins des communes, des stations, des opérateurs, des associations locales, des comités de ski, etc. Et nous allons confier à l'agence Savoie-Mont-Blanc très rapidement une étude sur les difficultés du tourisme, de montagne, mais pas seulement, de façon à avoir un plan d'action immédiat et à moyen et long terme. Messieurs, une catastrophe pour évoquer cette fermeture des remontées mécaniques, le mot n'est pas trop fort? Non, puisque l'industrie des sports d'hiver en Savoie-Mont-Blanc, c'est 6 à 7 milliards d'euros. Nous serons extrêmement loin du compte. Alors certes, il y a eu au mois de février, grâce à ce que les stations ont proposé, la mobilisation des socioprofessionnels, une offre, mais qui est très très loin de l'attractivité et de l'activité ski alpin
en général. Donc le manque à gagner est considérable. Et il y aura, durant les prochaines semaines, durant les prochains mois, beaucoup de casse auprès des acteurs socio-économiques, hélas. Quelques autres chiffres clés pour rappeler ce que représente le ski alpin ici en Savoie-Mont-Blanc. Le ski alpin en Savoie-Mont-Blanc, c'est toute une économie, des millions de nuitées par saison d'hiver, des socioprofessionnels qui sont impactés directement, indirectement, des milliers d'emplois à la clé. Vous parliez de catastrophe, il y a aussi derrière tout ça une espèce de santé morale de toute cette population touristique qui sont les acteurs de nos territoires chaque année. On parlera évidemment de l'emploi avec les saisonniers qui seront de toute façon impactés à la pré-saison parce que c'est parfois des plus réactifs qui occupent un métier directement lié, je dirais, au domaine skiable hors saison. Donc on a du mal à accepter ce qui s'est passé cet hiver, mais encore une fois, il y a eu un impact sérieux et douloureux sur la santé morale des territoires et qui va se ressentir encore une fois les semaines et les mois à venir. Ça va être aussi votre rôle d'accompagner cette santé morale? Oui, Vincent l'a dit tout à l'heure, l'État a su réagir aussi en aidant aussi économiquement l'ensemble de ces sociétés, des acteurs du tourisme, encore une fois, même il risque d'y avoir des laissés pour compte et au bord de la route par rapport à ces actions. Mais en tout cas, les départements, que sont ceux de la Savoie et de la Haute-Savoie, accompagnés aussi par la région, ont mis la main à la pâte pour réagir très vite et accompagner ces territoires. Ils le feront encore. On a vu des aides qui ont été annoncées à la fois pour les collectivités, les communes supports de stations, pour les associations qui ont subi malencontreusement, je dirais, par incidence la fermeture des domaines skiables. On parlera rapidement des ski clubs directement impactés par l'économie du ski. De multiples conséquences pour des exploitants, notamment des exploitants des remontées mécaniques, mais aussi les communes. On parle aussi des communes qui ont été fortement impactées. Oui, parce que c'est une baisse de recettes extrêmement importante. Parfois, ce sont aussi des dépenses supplémentaires et tout notre travail du moment consiste à faire entendre au gouvernement qu'il y a encore des besoins, que certains sujets ne sont pas traités ou le sont aussi parfois trop lentement. Si on veut rebondir, et nous avons l'ambition de rebondir, il faut pour cela que l'État nous donne les outils et permette aujourd'hui aux acteurs d'être résilients et de passer ce mauvais cap. Il y a tout un tas d'activités qui sont encore non considérées par les aides de l'État. Et vous avez rappelé justement aussi les collectivités avec des pertes de recettes vraiment très, très importantes. Ces collectivités, ces stations, ce sont d'une certaine manière des entreprises. Ce sont elles qui donnent l'impulsion souvent dans nos territoires de montagne en termes d'investissement. Elles ont besoin de retrouver justement quelques marges de manœuvre et avoir de la visibilité. C'est ce qui manque aussi aujourd'hui, d'où ce climat anxiogène, que ce soit auprès des socioprofessionnels ou qui traverse toute la population. Le fait que de nombreux secteurs soient touchés, on a parlé donc des exploitants, des communes, des communautés, les restaurateurs, les hôteliers, les commerçants, c'est ça le plus dramatique? En fait, le drame atteint l'ensemble de ces socioprofessionnels, les partenaires d'une station dans leur grand ensemble, quel que soit leur niveau d'activité et leur participation à l'activité touristique et économique des stations. Les aides ont été variables, elles sont reconnues comme ayant en tout cas accompagné ces populations dans la crise, mais on parlait tout à l'heure de l'économie des communes supports de stations. À titre d'exemple, les budgets de l'eau par le manque de consommation aussi de la fréquentation seront évidemment en déséquilibre. On parlera de la taxe de séjour qui contribue à financer les organismes du tourisme, qu'ils soient à l'échelon communal ou intercommunal. Ce manque de perception, ce décalage entre les budgets, c'est les communes qui vont en assumer les conséquences. Et encore une fois, les collectivités de nos territoires ont la chance d'avoir les départements derrière qui viennent, je dirais, en appui et en soutien et qui ont mobilisé des sommes très agréables à leur endroit pour, encore une fois, ne pas faire prendre trop retard dans l'activité touristique et l'attractivité du territoire, parce qu'il est question de ces moyens pour dire que Savoie-Mont-Blanc est une destination 4 saisons, été, hiver, et on a besoin de ces soutiens. En tout cas, les communes ont chaleureusement remercié la réactivité de nos deux départements.
Monsieur Roland, on s'était croisé il y a quelques semaines du côté d'Arèche-Beaufort pour la visite de monsieur Alain Griset, secrétaire d'État au TPE, PME. Il a notamment visité, rencontré les acteurs de la filière outdoor, qui eux non plus ne sont pas épargnés. Ils ne sont pas du tout épargnés. Et, cette crise est très révélatrice pour le grand public que l'économie des sports d'hiver est une économie de ruissellement. C'est-à-dire que vous avez la station avec ses acteurs économiques, mais que tout autour de cela, en amont, en aval, gravite aussi une activité économique extrêmement importante. Alors il y a, on va dire, les fabricants de matériel d'une manière générale, les installateurs, il y a les grossistes qui approvisionnent aussi les stations, qui n'ont pas toujours été pris en compte, ou qui, je l'espère en tout cas, parce qu'on le demande inlassablement, sont en voie de l'être prochainement. La venue d'Alain Griset a fait toucher du doigt l'administration centrale, son cabinet, qu'il y avait encore des points à améliorer, à corriger. Nous ne sommes hélas pas encore au bout de ce chemin, et d'où notre travail, comme on dit en patois savoyard, de lobbying. Nicolas Rubin, vous l'avez évoqué tout à l'heure en début d'interview, les saisonniers, là aussi, très touchés par cette crise, avec beaucoup de casse, notamment par rapport au chômage partiel. Oui, alors même si l'aide a pu accompagner ces personnels-là, les employeurs qui ont joué le jeu, qui ont eu le courage aussi de recruter leur personnel avec évidemment les soutiens qu'il y a eu, mais ça ne fait pas tout. Il y avait aussi une détresse morale et mentale de ces acteurs de la montagne. C'est des gens qui sont là pour travailler, pour donner le meilleur d'eux-mêmes, pour l'accueil de nos clients et qui devaient malheureusement, même si sur certaines stations, il y a eu un turnover des personnels pour que chacun puisse participer à l'activité touristique et économique, même si elle était moindre. Il y a eu de la détresse morale chez ces gens-là et on s'est rendu compte à quel point c'était important, le personnel saisonnier, dans la solidité de la colonne vertébrale de nos destinations touristiques. Ça a réveillé quelques messages et je crois que c'est important de le rappeler. Messieurs, on passe à notre seconde partie. On va parler des stations qui ont dû faire preuve d'imagination et d'adaptation. On en parlait tout à l'heure en introduction avec monsieur le maire. On regarde tout de suite un reportage réalisé du côté de Pralognan-la-Vanoise en février. Sur le front de neige de Pralognan-la-Vanoise, on remarque à peine que les remontées sont à l'arrêt. Car ils sont nombreux les vacanciers à avoir investi le pied des pistes. En ski de randonnée, à pied ou en luge, tous les moyens sont bons pour profiter de ces vacances nécessaires pour de nombreuses familles. C'était essentiel, ouais. Nous on vient de ville et de prendre le grand air, ouais, on en a vraiment besoin. C'est calme, c'est familial, après c'est sûr qu'il y a peut-être un peu moins de monde que d'habitude, mais du coup on en profite, on prend notre temps. On avait prévu de venir en février, on s'était dit qu'on venait peu importe ce qui se passait. Et voilà, et du coup on a réservé effectivement des stages à l'école de ski pour les enfants, des choses qu'ils n'avaient jamais faites et c'est magique. On pose complètement le cerveau, je peux vous le garantir, et puis on profite, regardez autour de vous ces montagnes, ce soleil, tout le monde a le smile, voilà, c'est vraiment chouette. Sur les 4 semaines de vacances, on estime que 60% des 10 000 lits touristiques de la station seront occupés. Un chiffre qui, s'il est bien en deçà d'une année normale, reste de bon augure pour le village qui a tout mis en œuvre afin de satisfaire une clientèle sans domaine skiable alpin. C'est une belle surprise, c'est vrai que ça fait plaisir de voir un peu de monde dans la station. C'est vrai qu'en janvier ça a été assez calme. Et puis là on peut quand même accueillir les piou-piou après, donc c'est vrai que ça nous fait pas mal de monde. Sinon on propose quand même pas mal d'autres groupes pour les plus grands. Les raquettes, le ski de fond, la randonnée. Donc c'est vrai que les gens sont très contents parce qu'on a pas mal d'offres à leur proposer malgré la fermeture des remontées mécaniques. Et puis en plus là on a le soleil, la neige, donc c'est tip top. Grâce à la clientèle française, on garde donc le sourire en station. Car même si cet hiver reste particulier, il s'agit aujourd'hui de penser à l'avenir. Ça sera difficile pour cette saison, mais c'est vrai qu'à Pralognan, on a une clientèle fidèle, donc on se doit d'être là pour eux, de tout faire pour qu'ils passent de superbes vacances. Et puis voilà, de penser à l'hiver prochain. On est dans des démarches de fidélisation aussi de notre clientèle. Donc voilà, il faut essayer de se projeter dans l'avenir. C'est sûr que cette année, cet hiver, ça c'est difficile, bien sûr, comme dans beaucoup de stations malheureusement. Mais voilà, l'idée c'est de se projeter, c'est d'y croire et puis garder le cap. Si le contexte sanitaire reste donc dans les esprits, la bouffée d'air procurée par la montagne aura toutefois séduit de nombreux Français qui continuent toujours d'affluer dans nos départements à la recherche de l'or blanc.
C'est peut-être une des seules bonnes nouvelles de cette situation. La montagne s'est adaptée pour ne pas mourir. Oui, alors, cette situation est un révélateur aussi de ce que la montagne sait faire ou savait déjà faire, puisque la diversification est prônée par les acteurs de la montagne depuis au moins une décennie, si ce n'est pas une génération, et que ce soit le département de la Haute-Savoie ou le département de la Savoie, nous accompagnons les acteurs depuis bien longtemps dans cette nécessaire diversification. Si on doit résumer la situation, on voit que sans le ski alpin, il ne faut pas se raconter d'histoire, le modèle économique n'est pas viable, ou alors il faut tout de suite accepter qu'il y ait moins d'emplois, moins d'habitants permanents dans nos vallées, et ainsi de suite. Tout ça va en cascade. Mais en même temps, il faut que l'activité ski alpin soit accompagnée d'autres activités. C'est ce qu'on appelle la diversification. Et ces activités-là, cet hiver, ont trouvé encore plus de sens alors que les remontées mécaniques étaient fermées. Donc, oui, la casse, d'une certaine manière, a été limitée. Oui à la diversification. Oui à une certaine évolution du modèle, mixant la diversification et évidemment le ski alpin qui reste l'épine dorsale de nos activités en montagne l'hiver. On a pu constater que cette crise a permis aux stations-villages de tirer un peu leur épingle du jeu au détriment de certains grands domaines. Comment est-ce que cela peut s'expliquer ? Parce qu'elles y étaient préparées. Toutes les activités autres que celles du ski existaient déjà, comme l'a dit Vincent précédemment. Je crois que la situation qui nous a été imposée cet hiver a réveillé ou éveillé certaines pratiques de l'utilisation de la montagne. On parlera de la raquette qui a eu un véritable essor. Le ski de randonnée, il faut savoir que ces sports-là avaient un critère de pénibilité qui dissuadait peut-être leurs utilisateurs auparavant. Et comme il y avait très peu de choix, ils ont eu la cote, on peut dire. Maintenant, c'est vrai que les stations-villages ont un panel d'activités et ont toujours intégré toutes ces pratiques en parallèle du ski alpin. Elles sont accompagnées aussi par des accompagnateurs, des professionnels de la montagne. Les moniteurs s'y sont mis beaucoup plus que précédemment, puisque d'habitude, le nerf de la guerre, c'est le ski alpin pour eux. Donc il y a une certaine souplesse de ces acteurs de la montagne à s'adapter aux situations. On l'a vu cet hiver. Est-ce que selon vous, si la situation revient à la normale pour l'hiver prochain, ce qu'on espère bien évidemment tous, est-ce que ces autres activités vont continuer ou on reviendra au tout ski alpin ? Non, ces autres activités continueront en complément. Mais il est vrai que le ski alpin restera le pôle d'attractivité et la décision de partir ou non à la montagne. N'oublions pas quand même que si la casse a été limitée au mois de février pendant les vacances scolaires, c'est aussi parce que les Français n'avaient pas le choix dans leur destination. Soit ils restaient chez eux, soit ils allaient à la campagne, mais l'hiver, ce n'est pas forcément très attractif, soit ils allaient à la montagne, mais ils ne pouvaient pas prendre un avion pour aller à l'étranger ou dans les îles, dans les Caraïbes ou les mers du Sud, puisqu'il y avait de telles contraintes sanitaires qu'ils ne pouvaient pas voyager ailleurs qu'en France. Donc nous avons, d'une certaine manière, pour limiter la casse, aussi bénéficié de cet effet-là. C'est cette diversité qui fait la force de Savoie-Mont-Blanc aujourd'hui ? Oui, incontestablement, Savoie-Mont-Blanc a encore une fois à la cote en termes de destination été, hiver et 4 saisons. Et la situation que l'on a vécue a permis aussi à une certaine clientèle de découvrir la montagne en famille, les joies de la neige qui pouvaient être pour certains un peu effrayants au départ. Ils ont passé des bonnes vacances avec un enneigement exceptionnel encore une fois, une météo parfaite. Les ingrédients étaient tous alignés pour leur permettre bien de vivre des vacances à la neige comme ils n'avaient jamais vécu pour certains, ou d'autres les ont découvert différemment. Mais à côté de tout ça, on se rend compte, on parle souvent de la destination en montagne et du coût des vacances à la montagne. Et là, on s'est rendu compte qu'en additionnant un peu toutes les pratiques qui étaient proposées en dehors du ski alpin, ça représente un certain budget. Et là, on a vu des gens exprimer, je dirais, la destination touristique montagne qui leur paraissait chère au départ.
eh bien, ils ont apprécié le déplacement, peut-être parce que les gens avaient besoin de respirer, avaient besoin d'air, de prendre l'air pour leur santé. Et le critère prix a finalement été un peu oublié par rapport à la ressource qu'ils ont pu bénéficier sur le territoire et retourner chez eux pour être à nouveau reconfinés. L'absence des touristes étrangers, des vacanciers étrangers, comment est-ce que vous l'avez vécu ? Ça fait partie de la sous-fréquentation touristique. Et tout à l'heure, l'argument que j'évoquais en disant que les Français ne pouvaient pas se déplacer à l'étranger, d'une certaine manière, il s'est aussi retourné contre nous s'agissant des touristes qui sortaient pas ou très peu de leur pays. C'est aussi une leçon que nous devons tirer d'une diversification également en matière d'origine des vacanciers. Nous devons, dans notre pays, et j'espère que le plan gouvernemental de relance de la montagne prévoira des moyens importants, relancer les sports d'hiver auprès de la population locale, régionale et nationale. Parce que c'est en ayant un mixte de population française et européenne qu'on arrivera aussi à consolider notre destination Savoie-Mont-Blanc, qui est représentée, je le rappelle, par plus de 110 stations. Il y a des petites, des moyennes et des grandes. Et comme je le dis, je crois que tout à chacun peut y trouver son compte chez nous. Les prémices de ce plan national d'aide à la montagne, 4 milliards d'euros, ont été présentées lors d'une visite avec M. Joël Giraud et Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État au tourisme. Est-ce qu'elle n'est pas arrivée un peu trop tard, cette visite ? On va dire tout vient à point à qui sait attendre. Elle est arrivée déjà. Elle est arrivée. C'est important. Même s'il n'y a pas eu d'annonce flagrante, c'est quand même quelque chose que vous soulignez ? Voilà, encore une fois, c'est une prise de contact des deux ministres qu'on attendait à minima lors d'une visite dans l'hiver pour venir au contact. Les professionnels de la montagne ont eu besoin à un moment donné d'être rassurés et d'être soutenus moralement encore une fois. On n'a pas eu trop de déplacements ministériels, sauf que quand les territoires ont commencé à hausser le ton. Maintenant, cette rencontre, elle a marqué le top départ, je dirais, d'une concertation nationale avec à la clé des budgets qui ne sont pas inintéressants et qui sont en train d'être construits pour savoir comment et sur quel biais les aides vont être allouées au territoire. Donc on peut saluer cet effort. Encore une fois, on peut se plaindre qu'il arrive tardivement, mais il est en tout cas arrivé. Et puis les parlementaires, donc là avec Vincent Rolland notamment, eh bien, ont aussi cette surveillance à mettre en œuvre pour être sûr que les propos soient bien suivis d'actions pour les territoires. Et là, on leur fait confiance parce que très souvent dans l'hémicycle, on entend nos élus représentants de la montagne s'exprimer, parfois fortement, mais en tout cas pour être entendus. Vous avez le sentiment d'ailleurs, Vincent Rolland, en tant que parlementaire, d'avoir un rôle encore plus important en termes, quand on voit le contexte ? Oui, nous sommes les représentants d'un territoire. On a reçu un mandat de notre population. Et effectivement, on est des porte-parole. Après, avec plus ou moins d'écoute. Moi, j'en reviens à la fermeture des remontées mécaniques pour laquelle je ne décolère pas. Ensuite, je dirais que pour les dispositifs d'aide, aujourd'hui, on arrive à couvrir 80% des sociopros, à peu près. Alors, les 20 derniers pourcents sont toujours les plus difficiles à obtenir. On y travaille encore. En tout cas, moi, j'ai des demandes régulières auprès du gouvernement. Et s'agissant du plan montagne, je trouve qu'il arrive plutôt à un bon moment. Et puis, ce que l'on attend du gouvernement, c'est qu'il écoute la voix des territoires, parce que qui mieux que les socioprofessionnels de nos territoires sait comment construire la montagne et le tourisme de demain. Et à partir de là, eh bien, on attendra des actions très concrètes. Mais par exemple, pour la relance du tourisme de montagne auprès des jeunes publics, on a quand même quelques idées. Je prends juste cet exemple, mais il y en a bien d'autres. Alors, on a parlé tout à l'heure des différentes disciplines d'activité. Il y a un grand gagnant dans cette crise, c'est le ski nordique. En Savoie et en Haute-Savoie, les domaines nordiques ont pu faire le plein cet hiver. Je vous propose un focus sur les contamines. 25 km de pistes à travers des paysages variés. Le domaine nordique des Contamines Montjoie est adapté à tous les niveaux. Comme les 24 domaines de Haute-Savoie, il a connu cet hiver une affluence record. La fréquentation pendant les vacances de Noël a par exemple bondi de 80%.
Dans le nordique, on est entièrement solidaire du monde de la montagne dans sa globalité. D'ailleurs, on travaille d'arrache-pied pour essayer de sortir un peu d'un esprit de filière et pour être davantage dans un esprit de territoire. Et donc on est navré et on est profondément blessé dans l'organisation de cette saison parce que c'est le monde entier de la montagne qui est en difficulté. Néanmoins, on remplit notre mission qui nous est accordée avec le plus grand sérieux pour permettre justement d'être une alternative crédible et pouvoir continuer à accueillir le plus possible de gens qui ont besoin de s'aérer, qui ont besoin de sortir de leur train-train, et notamment aussi avec une spécificité sur les scolaires, puisque nous devenons l'un des seuls sports de plein air possibles et envisageables pour eux. Et donc toute l'action départementale est poussée dans cette idée. Le domaine des Contamines ne fait pas exception. Les enfants des écoles représentent une large partie du public accueilli sur les pistes. Les sportifs de haut niveau affectionnent aussi particulièrement le site. Sur les Contamines, on a un public historiquement très hybride. Nous sommes identifiés comme étant le centre départemental d'entraînement pour le comité régional de ski du Mont-Blanc, où toutes les athlètes ski de fond et biathlon s'y entraînent régulièrement dans le cadre du pôle espoir. Et nous avons un autre public de sportifs qui viennent pratiquer le cardio, qui habitent aux Contamines et dans les villages voisinants et dans la plaine. Et énormément de vacanciers habitués, fidèles, et cette année, des nouveaux pratiquants qui viennent découvrir le ski de fond et qui, pour notre plus grand plaisir, à chaque fois qu'ils repassent l'accueil dans le sens retour, ont un grand sourire et ils nous disent oh, on a découvert quelque chose de nouveau. On ne pensait pas que. Et on va revenir. Sur 100% des retours qu'on a, les personnes nous indiquent bien que l'année prochaine, ils feront 3, 4 ou 5 jours de ski alpin. Et dans leur séjour, même s'ils n'en avaient pas l'habitude, ils viendront faire au moins une journée ou 2 journées de ski nordique. Donc c'est une très bonne chose pour nous. Reviendront-ils aussi nombreux sur tous les domaines de Haute-Savoie? Telle est la question en cette fin de saison exceptionnelle. Au niveau départemental, l'objectif est donné, rendez-vous au 1er octobre. Rendez-vous au 1er octobre 2021, qui est la date d'ouverture des préventes des forfaits saison pour la saison 2021-2022. Et c'est à ce moment-là qu'on verra si on a été capable de transformer l'essai de cette année exceptionnelle. De son stade de biathlon à son foyer d'accueil pour tous, le domaine des Contamines a su répondre cet hiver aux attentes des nombreux pratiquants qui se sont essayés aux joies de la glisse nordique. Messieurs, vous êtes pratiquants de ski nordique ? Hélas, ça fait bien longtemps que je n'en ai pas fait. Par contre, à cause de la fermeture des remontées mécaniques, je me suis mis au ski de rando, ce qui est fort agréable, ce que j'ai beaucoup apprécié. C'est la montagne autrement. C'est bien. Il faut, encore une fois, un mixte. Alors moi je ne suis pas un grand adepte du ski nordique. Tout est question d'équilibre en fait. Hein. C'est très compliqué s'y remettre. J'en ai fait beaucoup quand j'étais à l'école à Chamonix. Et puis j'ai laissé tomber, mais cet hiver, non, je n'ai pas pratiqué ce sport qui a été choyé par beaucoup d'adeptes. Alors on a beaucoup entendu parler du modèle économique depuis le début de cette crise. Un modèle qui ne semble plus adapté aux contraintes actuelles selon certains acteurs. Vous partagez ce sentiment ? Écoutez, on vient de vivre une crise majeure et dans les temps modernes, personne n'avait connu ça. Et je rappelle que l'origine de cette crise, c'est une crise sanitaire. Ce n'est pas une crise du modèle économique. Quelle économie aurait pu supporter d'être fermée quasiment une année, puisque des stations de ski fermées 4 mois, c'est une année de perdu, puisqu'elle se fait sur les 4 mois d'hiver. Donc je trouve que finalement la résilience n'a pas été mauvaise. Et vous avez ceux qui veulent jeter le bébé avec l'eau du bain, et ce n'est pas du tout ça qu'il faut retenir. Vous avez ceux qui disent on va continuer comme avant, comme si de rien n'était, et ce n'est pas non plus cela qu'il faut dire. Je pense c'est l'objet de la réflexion engagée à la demande du Conseil Savoie-Mont-Blanc par l'agence Savoie-Mont-Blanc de savoir comment on écrit la montagne de demain. Eh bien, ce sont sans doute des ajustements, des améliorations, des évolutions à faire, et pour cela une démarche de concertation collaborative, comme on dit, est engagée à la demande du Conseil Savoie-Mont-Blanc
et avec la réalisation de l'agence Savoie-Mont-Blanc. Monsieur Romain, votre avis sur cette question? Ce modèle économique est-il encore viable? Oui, il est encore viable, hein. Il perdurera encore quelques années. On nous prédit des changements climatiques. On est sûr de rien. On sait que la planète se réchauffe. Il y aura une incidence. Le modèle économique est viable parce qu'il est à la fois complémentaire et il reste solide. Comme le disait Vincent auparavant, c'est vrai qu'on a subi cette crise sanitaire. Évidemment, on n'y était pas préparé. Heureusement, je dirais, il faut vite tirer un trait sur cette année passée et puis voir de quelle manière, avec l'ensemble des acteurs du territoire, on écrit un nouveau chapitre de l'avenir. Mais en tout cas, les bases, on les connaît. Il faut simplement se réadapter, puis revoir un peu le process et je dirais le côté attractif de la chose en proposant et en communiquant avec nos clients peut-être différemment. En tout cas, ils ont compris le message que la montagne était une destination qui procurait du bien. Juste une observation. Avant que nous connaissions une fermeture anticipée des stations l'année dernière à cause de la Covid, et donc avant cette année de fermeture, nous avions connu une saison en Savoie-Mont-Blanc en termes de fréquentation record. Donc, à celles et ceux qui nous disent que le modèle est terminé, je les renvoie vers cette fréquentation record. Qu'il faille l'adapter, le faire évoluer, nous sommes tout à fait d'accord. Et c'est ce à quoi l'agence Savoie-Mont-Blanc va travailler avec les acteurs pendant les prochaines semaines et les prochains mois. Mais vouloir rajouter de l'anxiété à l'anxiété, je trouve que ce n'est pas raisonnable. Et ceux qui essayent de faire des choux gras, y compris sur le plan politique, avec cette crise, ne sont pas raisonnables. Passons à notre troisième et dernière partie consacrée à la montagne de demain. Ce sont d'ailleurs les jeunes qui l'incarnent, puisque ce seront eux les clients dans les prochaines années. Comme chaque année, le conseil départemental de Savoie a mis en place son plan ski nordique à destination des jeunes. Et cette année, ça s'est déroulé du côté d'Arèche-Beaufort. On regarde ce reportage. On va mettre les mains à l'envers, comme ça. Les bâtons, ils ne doivent pas faire ça, en fait. Hein. Ce matin, la leçon se fait bâton en main et ski au pied. Les élèves de 5e du collège Albert Villois Lacombe de Savoie s'initient au ski de fond sur les pistes de Beaufort. Malgré la crise sanitaire, c'est une année record pour le département de la Savoie. 5300 collégiens participent à l'édition 2021 du plan ski jeune nordique, 230 000 € mobilisés par le département. On a un plan sport jeune en fait au département qui concerne le ski nordique, le ski alpin, l'aviron sur Aiguebelette et sur le lac du Bourget, et puis la montagne, puisque chaque rentrée scolaire, on emmène dormir en refuge et marcher en montagne une classe de 6e, un peu pour la cohésion. Donc on a un plan global, évidemment en étroite concertation avec l'éducation nationale, et pour ce qui concerne les activités d'hiver, malgré la Covid, nous pouvons maintenir le plan ski jeune pour les disciplines nordiques. Alors ce n'est pas le cas pour l'alpin, malheureusement, même s'il y a parfois un peu de randonnée qui est faite, mais c'est quand même très compliqué à organiser. Donc là, on est ici à Beaufort, à Marcaux. Il y en a beaucoup qui, s'il n'y avait pas le plan ski jeune du département, ne pourraient pas skier, parce que les parents n'ont pas les moyens, parce que le ski est une activité chère. Moins pour le ski de fond que pour l'alpin, mais en tout cas c'est une réalité. Donc nous, si on a mis en place ce plan, c'est pour que le plus de jeunes Savoyards puissent skier, parce qu'il est scandaleux que trop de jeunes Savoyards ne skient pas. Les différents groupes de niveau sillonnent les pistes de Beaufort, l'un des 12 domaines nordiques mobilisés sur ce plan ski jeune nordique. Un cours de sport en plein air, à l'heure du Covid, ce n'est pas rien. On essaye d'initier une santé, une volonté de travailler sur sa santé, son bien-être physique, moral, et aussi participer par l'activité physique à un bien-être global. Mais aussi, il fédère les jeunes entre eux. Le plus important, c'est que chaque jeune garde un bon souvenir de la partie ski de fond. Après, on sait que dans la vie, on peut arriver à s'éloigner de la pratique. Mais on va dire, ce qui est important, c'est de mettre la graine dans l'esprit, de dire que le ski de fond a quelque chose de ludique, pour que derrière, les fondeurs d'aujourd'hui des collèges puissent être des fondeurs de demain et des pratiquants derrière pour la suite. Chacune des 218 classes bénéficiera de 10 heures de cours. Loueurs, moniteurs de ski, éducation nationale, domaine skiable, département travaillent ensemble sur le dispositif.
44 collèges savoyards sur 46 participent au plan ski jeune nordique. Ça permet de m'entraîner et tout pour quand je fais du ski de fond avec ma famille. Et puis, on est dehors en plus. C'est une activité déjà qui est dans notre milieu naturel, donc on est entouré de stations. Beaucoup d'élèves n'ont pas la possibilité d'aller au ski avec leur famille. Et donc pour nous, c'est l'occasion d'emmener toute une classe d'âge sur une activité qu'ils n'auront peut-être pas l'occasion de faire en famille. Cette année, le conseil départemental s'est aussi mobilisé pour acheter de nouveaux équipements. 60 000 € sur 3 ans pour renouveler d'ici 2027 le matériel de fond de 11 collèges très actifs dans la discipline, à commencer cette année par les établissements de Saint-Pierre-d'Albigny et Beaufort. 4 luges nordiques ont aussi été achetées pour les jeunes en situation de handicap. De quoi, pourquoi pas susciter quelques vocations? Ces plans ski jeunes, en quoi sont-ils indispensables pour pérenniser l'avenir ? Parce que les jeunes, tout simplement, sont l'avenir de notre pays et l'avenir du tourisme d'une manière générale. Et puis, si l'on veut réussir le tourisme de demain, il faut mettre l'habitant au cœur du tourisme, au cœur des activités. Et on s'est, hélas, rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes hauts-savoyards, de jeunes savoyards qui n'ont pas ou très peu de pratique des activités de montagne. Alors là, nous avons vu un reportage autour du ski nordique, mais c'est la même chose pour le ski alpin, c'est la même chose pour des nuitées en refuge et la découverte de cet environnement absolument magnifique, ou la pratique de la voile sur nos lacs. C'est pour ça que les départements, au niveau des collèges, puisque nous avons les départements la compétence collège, en lien avec l'éducation nationale, et les socioprofessionnels concernés par ces activités de plein air, nous avons monté des projets, des programmes pour sortir nos jeunes, déjà des murs des collèges. Vivre ensemble, ça fait aussi toujours beaucoup de bien et on apprend moult choses. C'est devenu vraiment l'ADN des départements que de mettre les jeunes au cœur de ces activités liées au tourisme d'une manière générale. Le département de la Haute-Savoie a décidé de consacrer 12 millions d'euros à plusieurs catégories d'acteurs du monde de la montagne. En voici les détails dans ce reportage. C'est tourné pas très loin d'ici, à la Clusaz. 10 millions d'euros disponibles dès le mois d'avril. Voici la promesse du conseil départemental de la Haute-Savoie faite à certains acteurs de la montagne ce mardi matin à la Clusaz pour venir en aide à un secteur frappé de plein fouet par la crise. On a besoin de l'État qui doit assurer le maintien des salaires dans le cadre du chômage partiel. On a besoin de la région qui doit intervenir dans le champ de l'économie. On a besoin de la région et également sur les sociétés des remontées mécaniques. Et le département est allé sur le secteur qui est notre jardin, c'est-à-dire l'accompagnement des collectivités et l'accompagnement du secteur associatif, les ski clubs en particulier, et un petit clin d'œil aux travailleurs saisonniers. C'est de l'argent frais et c'est de l'argent en fonction de la situation réelle. Donc on n'a pas souhaité apporter un forfait sans connaître la réalité des besoins et de la nécessité. Ces crédits exceptionnels seront donc à destination de 44 communes, 115 ski clubs et environ 200 saisonniers. De quoi tenter de limiter la casse et regarder vers l'avenir, alors que la fermeture prolongée des remontées mécaniques en station a sérieusement grévé les finances de nombreuses structures. On permet aux communes de continuer à avoir des projets et il faut qu'on relance la machine. Et nous, on est un département optimiste et des élus optimistes. On pense effectivement qu'après cette pandémie, la montagne va s'en sortir grandie parce que beaucoup de gens ont redécouvert la montagne autrement et ils vont revenir, ils l'ont prouvé cet été. On ne fait pas un pari stupide sur l'avenir, on fait un vrai pari gagnant-gagnant avec les élus pour la Haute-Savoie. La station de la Clusaz est l'exemple parfait de ces collectivités concernées par ce dispositif. Avec des remontées à l'arrêt, un ski club très important et performant et bon nombre de saisonniers. Cette aide est plus que bienvenue pour la commune des Aravis. Ça change le fait qu'on peut faire un budget en parfaite connaissance de cause et maintenir le service qu'on doit à la population. Cette aide nous permet de passer le cap et de voir l'avenir d'une manière plus sereine, aussi bien pour cet été qu'on espère très bon, si la Covid nous laisse en paix. Et on pense redémarrer vraiment très bien dès l'hiver prochain. Au total, les collectivités recevront 8,5 millions d'euros. 1,5 million d'euros sera consacré au ski club et au comité du ski Mont-Blanc. Enfin, les saisonniers âgés de 18 à 25 ans référencés bénéficieront d'une enveloppe de 400 000 euros. Ce plan d'aide d'urgence sera voté le 29 mars prochain.
On l'a vu dans le sujet, ce plan est ciblé pour 3 secteurs bien précis, les ski clubs, les saisonniers et les collectivités. En quoi c'est important justement de sectoriser pour ce type d'aide ? Tout d'abord parce que, d'une part, les moyens sont différents en fonction des 3 domaines d'activité que vous avez précisés. En premier lieu, les collectivités, communes support de station, qui, elles, donnent de l'élan aussi à la fois au personnel saisonnier et aux associations que sont les ski clubs, qui forment encore une fois les jeunes à la pratique du ski, évidemment à l'accession au diplôme des sports de la montagne et éventuellement au plus haut niveau du ski alpin. Ça a été une réaction très rapide du département d'actionner, je dirais, le levier pour venir en soutien à ces clubs qui ont d'ores et déjà reçu les notifications, par exemple, en ce qui les concerne, des sommes qui allaient leur être allouées, et ça a été reçu avec vraiment de manière très, très chaleureuse. Ça a été très rapide, très réactif, et on a besoin un peu de réactivité pour redonner du vent dans les voiles à ces associations qui font beaucoup pour le territoire, qui accompagnent nos jeunes tout au long de l'année entre les entraînements intersaison et la compétition l'hiver. Un mot sur les prochaines assises du tourisme. En quoi est-ce que cela va consister très précisément ? L'agence Savoie-Mont-Blanc va mener une démarche collaborative avec l'ensemble des acteurs du tourisme au sens large et atelier par atelier, réfléchir déjà pour savoir ce qui s'est réellement passé cet hiver, faire un bilan et surtout se projeter dans l'avenir pour écrire le tourisme en Savoie-Mont-Blanc pour ces 5, 10, 15, 20 prochaines années. Et cette réflexion, ces assises du tourisme auront un rendu à l'automne prochain, à partir duquel nos 2 départements pourront aussi caler leur politique de soutien et d'aide à la filière tout entière. La montagne de demain, c'est aussi la saison estivale à venir. Au vu de ce qui s'est passé, la réussite de cette saison estivale elle est devenue primordiale. Oui, parce que ça permet d'amortir le choc de l'hiver, d'une part, parce que d'autre part, et c'est le cas à Savoie-Mont-Blanc depuis très longtemps, nous croyons en la saison estivale. La dernière, en tout cas pour ce qui était seulement du mois d'août, c'est plutôt bien passé. Eh bien, il faut qu'on se serve de ce bon exemple pour consolider notre position. Nous avons une démarche conjointe avec France Montagne pour des écrans télé. Nous serons très présents évidemment sur le digital au titre de Savoie-Mont-Blanc tout seul. Le digital, les réseaux sociaux, bien évidemment, pour booster l'offre estivale. On doit, et c'est peut-être aussi un des grands enseignements de la crise sanitaire, pouvoir s'appuyer sur 2 jambes, celle de l'hiver, qui est très importante, qui est puissante, et puis aussi celle de l'été, qui doit encore se développer pour rétablir, peut-être pas un équilibre parfait, mais en tout cas, retrouver un peu plus d'équité entre ces 2 saisons. L'agence Savoie-Mont-Blanc que vous présidez tous les 2 a d'ailleurs annoncé une enveloppe de 2 millions d'euros pour une grande campagne de promotion. Des contacts que vous avez avec les professionnels sur place, j'imagine qu'ils attendent avec impatience cette période estivale. Oui, ils l'attendent avec impatience. Et encore une fois, l'attirance du territoire Savoie-Mont-Blanc est forte. On a déjà des appels, des demandes de réservation pour l'été. Les gens ont, en parallèle de leur sentiment de vouloir s'extérioriser, venir prendre l'air, eh bien, la destination Savoie-Mont-Blanc a de l'attirance pour cette clientèle-là, alors nationale, et cette clientèle de proximité qui a découvert l'été dernier aussi qu'il était possible de faire de belles choses ici, à quelques kilomètres de chez soi, quelques pas de leur domicile. Pour rebondir sur ce que disait Vincent tout à l'heure, sur la mission qu'a confiée le Conseil Savoie-Mont-Blanc à l'agence Savoie-Mont-Blanc, ça a été une première sur le territoire national. C'est une action qui fait déjà référence aujourd'hui, puisque les régions s'intéressent à ce que va faire Savoie-Mont-Blanc, ce que Savoie-Mont-Blanc, l'agence Savoie-Mont-Blanc va mettre en place pour le compte du Conseil. Et je trouve que la démarche a été très rapide, la réactivité, et
cet effet percutant a réveillé les socioprofessionnels qui viennent au contact de l'agence pour dire on veut y participer. Il y a un réel intérêt, donc on saura, je pense, sortir de cette action de belles choses issues du territoire et de la réflexion et partagée par l'ensemble des acteurs. Messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Je vais vous laisser conclure. Qui veut commencer? Ma question est simple. La montagne française saura-t-elle rebondir? Oui. A-t-elle les moyens pour rebondir? Alors, elle a déjà la volonté. Ce qui est déjà une bonne chose. Là où il y a une volonté, il y a un chemin, n'est-ce pas? Et les montagnards ont toujours su se prendre en charge. Très clairement, ils attendent aussi aujourd'hui un geste du gouvernement, de l'État, parce que la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés n'est pas de notre fait. Je rappellerai aussi qu'on avait pris toutes les dispositions pour bien accueillir les vacanciers. Et puis les montagnards sont des bosseurs, ce sont des travailleurs, ils sont créatifs. Et j'en suis sûr que toute cette énergie, dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, sera mise au profit justement de ce rebond que l'on attend tous et que nous aurons. Voilà, Rubin. Oui, je partage cet avis par rapport aux habitants de la montagne qui ont surmonté aussi d'autres épreuves. On parle beaucoup avec les anciens qui nous parlent de Covid et de tout ce qu'on a pu vivre. Et ils nous disent humblement, vous n'avez pas connu la guerre. Ça veut dire qu'on a été pénalisé par cette situation sanitaire. Le montagnard est quelqu'un qui rebondit. Il a plutôt tendance à monter qu'à descendre. C'est ce qu'on constate généralement. Et c'est dans la difficulté aussi qu'on est en capacité à reconnaître cette solidarité des territoires quand parfois la concurrence met un peu les gens en porte-à-faux. Dans la difficulté, on arrive à rassembler les gens et la montagne saura démontrer, Savoie-Mont-Blanc saura démontrer qu'elle est capable de proposer un avenir encore meilleur qu'il était avant, peut-être avec cette situation qui nous a permis aussi de dire maintenant il va falloir qu'on se réveille à nouveau, qu'on s'éveille et qu'on parle encore de la montagne et encore longtemps. Merci beaucoup Nicolas, Rubin, Vincent Rolland de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Merci à Fanny De Vilaine et Johan Pognangro pour la technique. Je vous dis à très bientôt sur nos antennes.